Selon une statistique que je viens juste d'inventer, 90% des phrases qui commencent par les antidépresseurs sont prononcées par des personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'est un antidépresseur. Quand ces phrases elles viennent de personnes qui n'ont jamais pris de médicaments psychiatriques, je suspecte toujours qu'elles ne soient pas du tout basées sur des narratifs qui concernent véritablement des antidépresseurs. La psychiatrie, c'est pas la branche de la médecine la plus respectée, et donc c'est pas la plus comprise. Et le mot qu'on connaît à peu près, ou qu'on croit connaître à peu près, c'est celui-là, ce qui fait qu'on entend régulièrement des gens nous décrire les ravages qu'ont fait les antidépresseurs sur leurs proches, qui en réalité ont pris des antipsychotiques, des gabapentinoïdes, voire des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Cette confusion-là, elle est dangereuse, parce qu'elle fait une mauvaise presse à des médicaments qui mériteraient qu'on en parle avec un peu plus de discernement critique, et elle relativise les risques associés à des médicaments de la psychopharmacologie sur lesquels, au contraire, on ne fait pas du tout assez de prévention. Et à l'inverse, quand ces phrases elles viennent de personnes qui ont déjà pris des médicaments psychiatriques, je suspecte toujours qu'on ne les a pas vraiment informées sur ce qu'elles prenaient réellement. C'est une conversation que j'ai eue 1000 fois dans ma vie, quelqu'un qui me dit « Ah bah pour moi, les antidépresseurs, c'est pas du tout mon truc, parce que j'ai déjà essayé et j'ai pas du tout supporté. » Et donc moi je demande à la personne « Eh bah vous avez pris quoi du coup ?» Et la personne me répond « De la venlafaxine ». La chute de cette blague, elle a du sens pour 5% d'entre vous, mais du coup, d'ici la fin de la vidéo, normalement, ça devrait augmenter. Parce que l'idée dans cette vidéo et dans la prochaine, c'est justement de réussir à faire preuve de discernement. Les antidépresseurs, c'est un groupe de médicaments variés, assez vaste et relativement confus, et c'est rare de pouvoir compter sur les psychiatres pour nous éclairer sur ce que ils et elles nous prescrivent. Et comme on ne peut bien souvent compter que sur nous-mêmes pour nous y retrouver, j'ai pensé qu'il était temps d'essayer d'y voir un peu plus clair, en répondant à la question la plus importante et la plus difficile à ce sujet: ça fait quoi un antidépresseur? Générique. J'ai pas de générique. Mais si j'avais un générique, j'aurais mis pile là. Bon, alors déjà, il s'agirait de savoir ce que c'est techniquement qu'un antidépresseur. Et cette question, elle est déjà assez casse-gueule. Parce que antidépresseur, c'est pas une classe de médicaments. Les paraaminophénols, comme le paracétamol, ça c'est une classe de médicaments. Les opioïdes aussi, les anesthésiques locaux, les bêta-bloquants, tout ça, c'est des classes de médicaments. Et la grosse différence que ça fait par rapport aux antidépresseurs, c'est que quand un médecin vous dit qu'il va vous donner un opioïde ou un bêta-bloquant, vous savez à peu près ce qu'il vous donne, parce que le nom de la classe dit le mécanisme de la molécule. C'est la différence entre la psychiatrie et puis le reste de la médecine. La psychiatrie est la seule à nommer les médicaments non pas pour ce qu'ils font techniquement sur le corps, mais pour ce qu'elle espère qu'ils vont faire à la personne. Dans la manière dont on les nomme couramment, les antidépresseurs, ils désignent, comme beaucoup de trucs en psychiatrie, une indication thérapeutique. C'est un petit peu comme si je vous disais « voici un antidouleur » et que je vous disais pas s'il s'agit de tramadol, de doliprane ou de morphine. Dans le vocabulaire technique, les antidépresseurs, c'est un code dans le système de classification anatomique, thérapeutique et chimique qu'on appelle le plus souvent le système ATC. Et le système ATC, il fait exactement ce qu'il dit. Il classe en fonction de l'anatomie, puis de la visée thérapeutique, et puis du mécanisme chimique. Donc d'un point de vue anatomique, ce qui nous intéresse pour notre sujet, c'est la classe ATC-N, parce que ici le N c'est pour système nerveux. Dans la classe ATC-N, on a les anesthésiques, les analgésiques, les antiépileptiques, les antiparkinsoniens, les psycholeptiques, les psychoanaleptiques et les autres médicaments du système nerveux. Nous, la classe qu'on va aller regarder, c'est l'avant-dernière, la classe ATC-N06, et c'est la classe des psychoanaleptiques. Je sais, c'est décevant, la classe elle s'appelle pas encore antidépresseur. En fait, vous avez les psycholeptiques dans lesquels on retrouve psycho, qui veut dire psycho quoi, enfin l'esprit, et puis il y a leptique qui vient de lepsis, qui veut dire saisir. Psycholeptique, c'est tout ce qui va saisir l'esprit au sens de le ramener plus bas. Donc là-dedans, on va avoir les neuroleptiques et les anxiolytiques. Et donc dans ce mot-là, on rajoute ana et ça fait psychoanaleptique. Et ana ici, ça veut dire vers le haut. Donc ça remonte l'esprit vers le haut. Et typiquement, dans les psychoanaleptiques, on va avoir les antidépresseurs et les psychostimulants. Il est très probable que la majorité d'entre vous vous en fichiez complètement de l'étymologie. Moi, je trouve ça intéressant de savoir que ces classes, elles sont conçues avec une espèce de verticalité dans l'humeur. C'est-à-dire que c'est bien normatif, quoi. Il y a les gens qui sont trop en bas et il faut les ramener plus haut. C'est vraiment bête et méchant et ça montre assez bien à quel point les psychiatres qui ont mis ce système de classification en place assument totalement qu'ils se prennent pour des sauveurs. Et en même temps, c'est des Français. Et oui, c'est encore des Français. On est très forts. Bon, donc jusque-là, on a bien le A, l'anatomie, avec la lettre N pour système nerveux, on a le T, thérapeutique, avec le 06, qui dit que c'est les trucs qui rehaussent l'humeur,
et il nous manque le C pour chimique. Et c'est là que c'est le bordel. Dans les ATC N06, le code qui va nous intéresser, c'est les ATC N06A, les antidépresseurs. Et parmi ceux-là, on a donc plusieurs sous-classes chimiques. Les N06AA, les inhibiteurs non sélectifs de la recapture des monoamines, donc en gros les tricycliques comme l'anafranil, celui-là. Les N06AB, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, les ISRS comme le Prozac, celui-là. Les N06AF et les N06AG, qui sont les inhibiteurs de la MAO, et dont on se fout complètement pour cette vidéo, et puis les N06AX, qui sont les autres antidépresseurs. Et alors là, il y a deux questions que vous devez vous poser selon votre niveau de connaissance du sujet. La première, c'est si vous connaissez assez bien les antidépresseurs, et ben vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on a bien les ISRS, mais on n'a pas les IRSNA. Et la deuxième, c'est si vous connaissez bien votre alphabet, vous devez vous demander où sont passées les lettres C, D et E. Quand on voit qu'il y a ces deux trous-là qui paraissent très bizarres, spontanément, on aurait tendance à se dire que l'un remplit l'autre. C'est-à-dire que les IRSNA, ils sont sûrement dans une des trois lettres qui manquent, et juste le document, il est pas complet. Mais du coup, on aurait tendance à se gourer, parce que c'est pas ça. Dans les guidelines sur l'ATC, l'organisme qui fait la maintenance de la classification a déclaré, grosso modo, il y a une discontinuité qui occasionne des trous dans la classification. Ces trous n'ont aucune signification. J'ai essayé de comprendre, je comprends pas. Donc bref, tout ça pour vous dire que c'est pas ça. Donc ça, c'est pour la deuxième question. Pour la première, on va essayer d'être un peu précis. À quelques exceptions près, les antidépresseurs qu'on va vous prescrire, ça va être trois trucs. Soit des ISRS, des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, soit des IRSNA, des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, soit du Brintellix. Et je parlerai du Brintellix un autre jour. C'est un truc bizarre qui est un peu à part. Bon. J'ai déjà expliqué dans la vidéo éloge de la Ritaline ce que ça voulait dire d'inhiber la recapture d'un neurotransmetteur. Donc, si vous voulez l'illustration, allez la voir. Mais pour reposer ça vite fait, en gros, vous avez un neurone qui va transmettre un neurotransmetteur. Et vous avez un neurone qui va le recevoir. Et entre les deux, vous avez un espace qui s'appelle la fente synaptique. Le neurone qui émet le neurotransmetteur, donc par exemple ici la sérotonine, il va le relâcher dans la fente synaptique. Et le neurone qui reçoit, il va choper ce dont il a besoin à l'intérieur de cette fente. Sauf que le neurotransmetteur, il survit pas bien dans la fente synaptique. Et du coup, pour pas que ça traîne là-dedans, le neurone qui émet, il va aller recapturer ce que le neurone récepteur n'a pas pris. Dans le cas du méthylphénidate, donc de la Ritaline, l'idée d'aller inhiber, c'est-à-dire ralentir ou empêcher cette recapture, c'est que les neurones émetteurs, ils seraient trop conservateurs. Et donc le problème qu'on cherche à régler, c'est celui d'une recapture trop précoce, trop intense ou trop rapide, et donc qui crée une déstabilisation du signal dopaminergique. C'est une histoire un peu simpliste qu'on peut raconter pour expliquer le fonctionnement du méthylphénidate, et c'est évidemment à nuancer. Ça a le mérite d'être efficace. Et donc naturellement, on pourrait faire le parallèle exact et dire que la dépression, c'est la même chose. On va aller inhiber la recapture de la sérotonine parce que le neurone émetteur, si on lui fout la paix, il fait ça trop rapidement pour que la sérotonine circule bien. Donc voilà, on pourrait dire ça. Et on aurait complètement tort. Alors, attention. J'entends et je lis très souvent des grandes déclarations choc qui disent « on ne sait pas pourquoi les ISRS fonctionnent », voire même « on n'a aucune preuve que les ISRS servent à quelque chose ». Et de manière générale, j'ai, sans vous mentir, plus d'une centaine de commentaires sous différentes vidéos que j'ai publiées, où les gens font avec énormément de certitude la déduction suivante, puisqu'il a été démontré que l'hypothèse sur laquelle on se basait pour expliquer la dépression au moment où on a inventé les ISRS était fausse, alors on donne des ISRS aux gens sur la base de trucs bidons et pas prouvés. On va juste remettre les pendules à l'heure. Donc, première chose, les ISRS, donc fluoxétine, sertraline et citalopram. Ça marche. On va déjà poser ça tranquillement, donc je répète, les antidépresseurs de la classe ISRS, ils marchent. Et c'est très bien documenté. En 2018, Andrea Cipriani et son équipe publient dans le Lancet la plus grosse méta-analyse jamais faite sur les antidépresseurs. Une méta-analyse en réseau qui compare 21 molécules sur plus de 116 000 patientes et patients à partir de 522 essais cliniques randomisés. Conclusion, tous les antidépresseurs étudiés sont plus efficaces que le placebo dans le traitement de la dépression majeure de l'adulte. Avec des différences entre les molécules, oui, et avec un effet qui n'est pas toujours miraculeux, parce qu'on parle d'une taille d'effet modeste,
mais un effet réel, mesurable, statistiquement solide et compatible avec ce qu'on observe en clinique tous les jours. Donc si la question c'est est-ce que les ISRS servent à quelque chose, la réponse c'est oui, vraiment oui. Et si quelqu'un vous dit le contraire, cette personne n'a pas lu Cipriani. Maintenant, deuxième chose, et c'est la plus importante. Quand vous entendez quelqu'un dire « on n'a aucune preuve que les ISRS servent à quelque chose puisque l'hypothèse de la sérotonine est fausse », cette personne fait un très gros raccourci en mélangeant deux choses qui n'ont rien à voir. Parce que l'hypothèse théorique d'origine, l'idée que la dépression serait causée par un déficit de sérotonine et qu'on viendrait corriger ce déficit avec un médicament, oui, elle est morte, ça, on est d'accord. Et d'ailleurs, Johanna Moncrieff et son équipe l'ont définitivement enterrée en 2022 dans Molecular Psychiatry avec une revue systématique qui a montré que on n'avait jamais réussi à démontrer ce fameux déficit. Et même de manière plus générale, le rôle de la sérotonine dans la dépression, on est toujours en train d'essayer de le comprendre. Mais l'efficacité clinique du médicament, c'est-à-dire sa capacité observable à réduire les symptômes chez les gens qui en prennent, elle n'a pas bougé. Et en fait, elle a même été démontrée avant même qu'on parle de sérotonine pour la dépression, et donc évidemment qu'elle va continuer d'être démontrée depuis qu'on a arrêté d'y croire. En gros, ce raccourci, ce qu'il fait, c'est qu'il crée un rapport de cause à effet entre deux trucs qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire d'un côté, l'absence de modèle théorique fiable et exhaustif de l'action antidépresseur sur syndrome dépressif, de l'autre, l'efficacité observable du médicament sur la dépression. Vous pouvez très bien avoir un médicament qui marche sans que l'histoire qu'on raconte sur son fonctionnement soit la bonne, même si ça fait 70 ans qu'on se gourre sur pourquoi ça marche. Et d'ailleurs, c'est super courant en médecine. Le paracétamol, le truc le plus prescrit au monde, vendu sans ordonnance dans toutes les pharmacies de France, on l'utilise depuis 1955 et le mécanisme exact par lequel il fait passer votre mal de tête, on en débat encore, c'est pas hyper clair. Il y a au moins 3 ou 4 hypothèses qui cohabitent pour expliquer l'efficacité du paracétamol. Et le lithium, prescrit dans le trouble bipolaire depuis 1949, c'est le cas classique. On connaît son efficacité par cœur, son mécanisme on le comprend parfaitement, mais le reste, c'est encore en discussion. Et en réalité, personne ne va vous dire « on ne sait pas comment fonctionne le paracétamol, donc le paracétamol c'est de l'arnaque ». Et si quelqu'un vous dit ça pour les ISRS, c'est qu'il applique aux médicaments psychiatriques un standard qu'il n'applique à aucun autre médicament. Et on n'est pas dans un domaine dans lequel on peut se permettre de faire du deux poids, deux mesures. On sait beaucoup de choses sur les ISRS. On connaît leur cible moléculaire précise, une protéine qui s'appelle la SERT, le transporteur de la sérotonine. On sait ce que les ISRS font à cette protéine. Ils la bloquent. On sait ce qui se passe en aval, la sérotonine reste plus longtemps dans la fente synaptique, ça c'est mesurable. Et on a même des images chez l'humain. En 2023, une équipe danoise a démontré que chez les gens qui ne sont pas en dépression et qui prennent de l'escitalopram, la densité synaptique cérébrale augmente. Donc on a une trace tangible dans le cerveau humain vivant de ce que ces médicaments font sur plusieurs semaines. C'est pas rien. Et je vous jure que c'est plus que pour beaucoup de médicaments. Ce qu'on sait pas, et c'est ça la vraie zone de mystère, c'est comment cette cascade biochimique produit l'effet antidépresseur. On a des photos de chacune des étapes de l'action du médicament, mais on n'est pas capable de les faire raconter une histoire à ces photos. En gros, on sait où il faut taper pour avoir un résultat, mais on n'a aucune idée de ce qui se passe entre le moment où on a tapé et le moment où on a eu le résultat. Il y a plusieurs hypothèses concurrentes, mais aucune n'est complètement validée, et donc ce qui s'est écroulé, c'est pas le médicament, c'est encore une fois l'histoire qu'on raconte au-dessus du médicament. L'histoire simple, rassurante et propre qui disait « la dépression, c'est un déficit en sérotonine, on corrige le déficit, fin de l'histoire ». Bon cette histoire-là, elle est morte, et on va pas commencer à la regretter puisque de toute façon elle était fausse. Mais il n'y a aucune raison pour autant de jeter le médicament avec elle. Et le pire, c'est que je comprends, on s'intéresse plus à ces médicaments-là parce que c'est les médicaments qui nous mettent le plus mal à l'aise. Et quand on s'y intéresse, du coup, mécaniquement, on tombe sur un truc qu'on regarde pas dans les autres médicaments. Et ce truc-là, il est hyper inconfortable intellectuellement. Les médicaments, c'est des technologies de pointe, et on a envie que ce soit aussi clair que d'autres technologies de pointe. Je veux dire, imaginons qu'on change absolument rien à la mission Artemis 2, à part qu'on dise aux gens qui sont dans la fusée « écoutez, on sait pas exactement pourquoi, mais quand on va placer une étincelle à côté de ce réservoir qui contient 2,8 millions de litres de carburant, il y a de grandes chances qu'au bout de 5 jours, vous vous retrouviez dans l'orbite lunaire. » Bon je pense que non seulement elles auraient plus du tout envie de partir, mais je crois que personne n'aurait eu envie qu'elles partent. Donc moi ce que je vous dis, c'est que à terme, on va devoir apprendre à vivre avec cet inconfort. Parce qu'on n'a pas trop le choix en fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que une fois qu'on l'a accepté pour les ISRS, une fois qu'on sait dire ce médicament marche, on sait par où ça passe, on sait pas pourquoi ça marche jusqu'au bout, on peut poser plus sereinement la même question pour les autres antidépresseurs
en sachant où est-ce qu'il faut pas se prendre les pieds. Et justement, les autres, par définition, c'est un autre problème. Donc, reprenons. On disait que, à quelques exceptions près, ce qu'on vous prescrit sous le nom d'antidépresseurs, c'est soit des ISRS, soit des IRSNA, soit du Brintellix. Les ISRS, on vient d'en parler, le Brintellix un autre jour, et il reste les IRSNA. Donc je rembobine rapidement pour que tout soit clair. Les ISRS, c'est dans le nom. Ils bloquent de façon sélective la recapture de la sérotonine. On a un seul neurotransmetteur ciblé et un seul mécanisme. Et bah les IRSNA, c'est la même chose, sauf qu'en plus de la sérotonine, ils bloquent aussi la capture de la noradrénaline. Donc 2 neurotransmetteurs au lieu d'un seul. Le mécanisme d'action est exactement de la même nature, c'est juste qu'on tape sur 2 cibles au lieu d'une. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Donc d'un point de vue pharmacologique, ISRS et IRSNA, c'est la même famille de logique, le même type d'action appliqué à un neurotransmetteur en plus. Vous pourriez vous dire que ces deux trucs-là, dans une classification qui se respecte un peu, devraient avoir chacun leur case à eux. Dans le vocabulaire psychiatrique, c'est bien 2 catégories sœurs et qu'on compare systématiquement l'une avec l'autre. Mais justement, comme on l'a vu, c'est pas du tout le cas dans la classification ATC. Les ISRS, ils ont leur case officielle, le code N06AB. Ils sont rangés ensemble, propres, identifiables, et tout le monde comprend ce qu'on veut dire parce que le nom, il est clair. Les IRSNA, eux, ils ont pas de case. À la place, ils sont dans la case N06AX, qui est le fourre-tout administratif où l'OMS a décidé qu'elle mettrait ce qui rentrait pas ailleurs. Et c'est super bizarre. Encore une fois, les IRSNA, ils ont un mécanisme qui est clair, leur nom il est limpide, ils sont plus nombreux que certaines autres classes de médicaments, la pharmacologie elle est bien documentée, mais l'OMS veut pas leur donner de catégorie distincte. Elle les a mises dans le tiroir des trucs qu'elle savait pas trop où ranger, et le résultat il est super étonnant. Dans le N06AX, à côté de la venlafaxine, de la duloxétine et du milnacipran, qui sont vos IRSNA classiques, on a, tenez-vous bien, la mirtazapine. La mirtazapine, qui est un médicament qui agit par un mécanisme qui se place techniquement à l'opposé de celui d'un ISRS ou d'un IRSNA. C'est-à-dire qu'au lieu de bloquer le transporteur, il va bloquer le récepteur. On a aussi le bupropion, qui n'agit absolument pas sur la sérotonine, mais juste sur la dopamine et la noradrénaline, donc un peu comme la ritaline. Mais la ritaline, c'est pas dans la classe N06A. Alors ça, c'est un peu bizarre, mais en gros, le bupropion, c'est techniquement un antidépresseur, mais on l'utilise plutôt comme un psychostimulant. Ensuite, on a l'agomélatine, qui agit sur les récepteurs de la mélatonine, donc aucun rapport. On a le tryptophane, qui est littéralement juste un acide aminé. Et attention, c'est pas fini, parce qu'on a carrément la kétamine, et juste à côté, je vous jure que j'invente rien, le millepertuis. Venlafaxine, kétamine et millepertuis, c'est vraiment la catégorie autre moyen de transport dans laquelle on mettrait la voiture électrique, le fauteuil roulant et l'avion de chasse. Et en soi, le problème, c'est pas juste d'avoir une catégorie qui soit un peu fourre-tout, c'est ce que ça dit. Quand l'OMS met dans la même catégorie une plante, un anesthésique, un acide aminé et un inhibiteur de transporteur, elle ne classe pas par mécanisme. Elle classe par effet observé. Tout ce qui est dans le N06AX a en commun une chose et une chose seulement, avoir un jour amélioré des symptômes dépressifs chez quelqu'un. Le critère d'appartenance à la catégorie antidépresseur, c'est l'espoir thérapeutique, pas la pharmacologie. Et c'est ça qui fait que dans le langage courant, ISRS et IRSNA s'amalgament. Les gens parlent d'antidépresseurs comme d'un bloc, parce qu'au plus haut niveau de la classification officielle, c'est un bloc. La distinction mécaniste, elle existe en pharmacologie, mais pas dans le vocabulaire quotidien et pas non plus dans la nomenclature internationale. Sauf que cette confusion, elle a un coût. Et un très gros coup. Quand quelqu'un vous dit les antidépresseurs c'est l'enfer, j'ai pris ça une fois et je me suis senti à côté de moi pendant des semaines et puis j'ai mis 6 mois à les arrêter, cette personne, elle a probablement raison sur les faits. Mais elle a probablement pris un IRSNA, en général la venlafaxine ou la duloxétine. Et le sevrage cauchemardesque, l'émoussement émotionnel intense, l'anxiété qui empire au début du traitement, tout ça, c'est très majoritairement les IRSNA. Les ISRS le font aussi, mais à un niveau d'intensité qui n'a, mais alors, vraiment rien à voir. Sauf, bon, la paroxétine, mais je vais y revenir dans la prochaine vidéo. Mais donc le problème, c'est que dans la conversation, ça devient les antidépresseurs, sans préciser. Et la mauvaise réputation des IRSNA contamine les ISRS, qui sont dans une autre famille, avec un autre profil, et qui se retrouvent à porter le poids d'effets délétères qui ne leur appartiennent absolument pas. Un IRSNA en clinique, c'est la venlafaxine, la duloxétine ou le milnacipran. Mais c'est quand même surtout la venlafaxine. Et l'Effexor, c'est son petit nom, c'est probablement le médicament le plus difficile à arrêter de toute la psychiatrie moderne. Et c'est aussi un des plus prescrits. La venlafaxine se prescrit souvent en gélules de 75 mg, ça peut être 37,5 au début, et son sevrage à elle, on l'appelle parfois la venlafaxine floue, la grippe de la venlafaxine.
parce que les gens qui l'arrêtent décrivent un syndrome qui ressemble à une grippe sévère qui dure plusieurs semaines. Il y a des sensations électriques dans la tête qu'on appelle des brain zaps, des décharges qui se déclenchent quand vous bougez les yeux, des vertiges, des nausées, des diarrhées, une anxiété qui revient en flèche, des insomnies, des cauchemars très vifs, et parfois, ce qui est probablement le plus marquant cliniquement, des syndromes pseudo-AVC. Donc des moments où la personne elle va littéralement perdre temporairement la parole, ou même ressentir une faiblesse d'un côté du corps seulement, et elle va se retrouver aux urgences à passer une IRM cérébrale pour qu'on finisse par lui dire que c'est probablement la venlafaxine. La raison pour laquelle la venlafaxine fait ça, c'est qu'elle a une demi-vie très courte. 5 heures pour la forme immédiate et 11 heures pour la forme à libération prolongée. Concrètement, si vous oubliez une prise, votre corps il est à zéro bien avant la prise suivante. Et chaque oubli déclenche un mini-sevrage. Et donc l'arrêt, même très progressif, il va exposer à des décrochages brutaux dès que la concentration plasmatique va chuter. Pour comparaison, la fluoxétine, qui est un ISRS, elle a une demi-vie de 4 à 6 jours. Et son métabolite actif, il tient encore plus longtemps. Si vous oubliez une prise de fluoxétine ou même plusieurs, il se passe à peu près rien. Le médicament il s'élimine de lui-même tellement lentement qu'il a son propre tapering. C'est la même catégorie d'antidépresseurs supposément, la même famille, et entre les deux, vous avez le sevrage le plus pénible de la psychiatrie d'un côté, et de l'autre, le médicament le plus facile à arrêter. Et là, on pourrait se dire que si on accepte une telle galère au sevrage, c'est que le médicament, du coup, il doit super bien marcher. Et ce serait logique, un IRSNA, puisqu'il tape sur 2 neurotransmetteurs au lieu d'un, on se dit qu'il est forcément d'une efficacité supérieure aux ISRS. C'est d'ailleurs exactement ce que les laboratoires ont défendu pendant des années en sortant venlafaxine, duloxétine et milnacipran. Le marketing de ces molécules y tient exactement sur cette promesse. 2 mécanismes valent mieux qu'un, donc nos molécules sont plus efficaces. En 2007, Michael Thèse publie une méta-analyse qui compare les IRSNA aux ISRS dans la dépression majeure. Le résultat, c'est qu'on peut effectivement observer une différence d'efficacité en faveur des IRSNA, mais cette différence, elle est microscopique. Pour mesurer ce genre d'écart, en médecine, on utilise un indicateur qui s'appelle le NNT, pour le Number Needed to Treat, c'est-à-dire le nombre de patientes et de patients qu'il faut traiter pour obtenir une réussite de plus par rapport à l'alternative. Pour qu'une différence soit considérée comme cliniquement pertinente par les guidelines internationales, il faut un NNT en dessous de 10. Donc je réexplique, ça veut dire que si votre NNT il est à 10, ça veut dire que si vous donnez le médicament à 10 personnes et son alternative à 10 autres personnes, bah il faut que votre médicament, pour être à 10, sur les 10 personnes, il y ait une personne de plus qui a eu un effet positif que dans le groupe des personnes qui ont pris l'alternative. Bon bah le NNT entre IRSNA et ISRS dans la dépression, il est de 24. Voilà, 24. Il faut traiter 24 personnes avec un IRSNA plutôt qu'avec un ISRS pour avoir une seule réussite supplémentaire. C'est statistiquement détectable, mais cliniquement, dans la vraie vie d'une vraie personne en cabinet, ça n'a absolument aucun sens étant donné la gravité des effets secondaires. Donc on a une famille de molécules qui sont plus difficiles à arrêter, dont le sevrage est documenté comme parmi les pires de la pharmacopée, et qui ont un avantage d'efficacité tellement faible qu'il est bien en dessous du seuil de pertinence clinique, et qui sont en même temps massivement prescrites. Parce qu'encore une fois, la venlafaxine fait partie des antidépresseurs les plus vendus en France. Et il y a aussi un truc plus subtil qui ne se voit pas dans les méta-analyses mais qui se voit en cabinet, c'est que les IRSNA, par définition, ils augmentent la transmission noradrénergique. Et la noradrénaline, c'est le neurotransmetteur de l'alerte, de la vigilance et de la mobilisation face au danger. Quand votre cœur s'accélère parce que vous êtes stressé, c'est la noradrénaline. Quand vos mains tremblent avant de parler en public, bah c'est la noradrénaline aussi. Et quand vous vous réveillez à 4h du matin avec le cœur qui bat beaucoup trop vite, et bah c'est aussi la noradrénaline. Donc prescrire un IRSNA à quelqu'un qui est déjà en hyper-éveil, qui a déjà un fond anxieux, qui dort mal et qui a un système nerveux autonome qui est déjà en sur-régime, bah c'est ajouter de l'huile sur un feu qui brûle déjà beaucoup trop fort. Selon les études, entre 60 et 80% des dépressions présentent une composante anxieuse significative. Et plus les formes dépressives sont sévères, plus la composante anxieuse est présente. Et plus les formes dépressives sont sévères, plus on a de chances de se faire prescrire de la venlafaxine. Je pense que vous commencez à voir le problème. Et chez les personnes neuroatypiques, ce paradoxe, il est encore plus marqué. Les IRSNA aggravent nettement ceux qu'ils sont censés soulager. Et chez ces personnes, les effets peuvent être vraiment vénères. Ce qui est super quand c'est ultra difficile à arrêter et que ça nous a déjà bouffé toute notre énergie de le prendre. Et donc on se retrouve bien souvent à ne même plus avoir l'énergie de prendre la décision d'arrêter le truc qui nous fait souffrir. Alors la vérité, c'est que les IRSNA ont une vraie place en médecine.
mais pas dans la dépression. La duloxétine, par exemple, elle a une indication très solide dans les douleurs neuropathiques diabétiques, avec un NNT autour de 5 ou 6 selon Cochrane. Donc clairement, c'est cliniquement pertinent. Elle a aussi une indication dans la fibromyalgie qui est plus discutable, avec un NNT autour de 8, mais c'est toujours défendable. Donc les IRSNA, c'est pas des médicaments à jeter à la poubelle pour autant. C'est des médicaments qui ont été développés et marketés comme antidépresseurs alors que leur vraie utilité, en tout cas pour la duloxétine, elle est quand même dans la prise en charge de la douleur. Mais voilà, on va pas s'en débarrasser du coup. Et peut-être que je ferai une vidéo un jour sur cette indication-là. Et puis, précision absolument nécessaire, parce qu'il faut que ce soit clair, si vous prenez actuellement un IRSNA, n'arrêtez pas. Je veux dire, oui, j'en dis du mal, et j'ai des raisons d'en dire du mal, hein, c'est quand même pour la grande majorité des gens de la merde, je peux pas le dire autrement, mais il faut écouter tout ce que je dis, hein, commencez pas à faire du tri. Le sevrage, encore une fois, il est horrible. Si vous devez prendre la décision de vous sevrer de ce truc-là, il faut en parler à un médecin. Pas pour lui demander la permission, hein, vous n'avez pas besoin de demander la permission pour arrêter un médicament, c'est vous qui décidez, mais parce qu'il peut vous arriver des bricoles, et parce qu'il faut aussi pouvoir discuter de dans quel contexte est-ce que vous allez arrêter. Donc oui, pour avoir un bon protocole de sevrage, mais aussi pour pouvoir discuter du moment opportun pour vous mettre dans cet état de sevrage que vous allez devoir subir. Et je le répète, mais ce que je dis dans cette vidéo, c'est qu'en première prescription pour une dépression, c'est probablement jamais un bon choix. C'est pas normal de pas avoir tenté d'autres trucs avant, et c'est même illégal de pas vous avoir présenté les meilleurs choix qui existent. Dire que c'est pas un bon premier choix thérapeutique, que c'est pas un choix informé de la part du médecin, c'est absolument pas dire que vous devez arrêter le vôtre. C'est pas la même chose. J'insiste sur ce point parce que jusque-là, je trouve que je peux assez bien assumer ce que je dis sur les médicaments. Mais quand je parle par exemple des procès de la kétiapine et de la paroxétine, on me répond très souvent « mais tu te rends pas compte, c'est extrêmement dangereux de dire ça ». Je déteste cette remarque, mais alors je la déteste de tout mon cœur. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas informer les gens. Les gens, ils sont capables de faire des choses dangereuses si on leur explique pourquoi c'est dangereux, mais pourquoi dans certains cas, ça peut potentiellement être bénéfique. Le Doliprane, c'est infiniment plus dangereux que la plupart des médicaments dont je parle ici, hein. Vous en prenez 2 ou 3 de trop, et puis vous pouvez mourir, mais alors vraiment très vite, et d'une mort pas agréable. Et ça, c'est en vente libre dans les pharmacies. Donc accepter qu'entre l'infantilisation totale des patientes et des patients en psychiatrie et la déresponsabilisation totale des propos qu'on a sur les médicaments, il puisse exister une position intermédiaire qui est de militer pour que les gens puissent prendre des décisions dans un cadre où le consentement éclairé est possible. Et il me semble que personne au monde ne pourra venir prétendre devant moi que la psychiatrie telle qu'elle existe en France aujourd'hui permet le consentement éclairé. Et à l'inverse, je déteste tout autant recevoir des commentaires sous ma vidéo sur les neuroleptiques qui me disent que ils sont grave d'accord avec moi, que les psychiatres ce sont des assassins, que les labos pharmaceutiques fabriquent des molécules pour nous contrôler et que tous les médicaments psychiatriques sont des outils d'oppression. Bref, tous les commentaires qui ont l'impression de se faire dans une forme de complicité avec moi et qui me disent en sous-texte « Bravoza, t'es entré dans la résistance avec nous et on va abattre le grand complot de la psychiatrie ». Non. Lâchez ça. On n'est pas ensemble. Oui, la plupart des psychiatres en France sont des irresponsables dans le sens où ils prescrivent des trucs sans s'informer, dans le sens où ils mettent tous les médicaments sur un pied d'égalité, dans le sens où ils ne prennent pas le temps de discuter avec les patientes et les patients. Ok, mais dire tout ça, c'est pas la même chose que d'être des assassins. Et dire que les psychiatres tuent des gens, c'est pas non plus la même chose de dire que les psychiatres sont des assassins. Et oui, les labos pharmaceutiques ont des logiques commerciales et un poids qui les poussent et leur permettent de faire prescrire des trucs à des gens qui n'en ont pas besoin, voire carrément qui vont les blesser. Je suis extrêmement bien placé pour le savoir. Mais c'est pas la même chose que de dire qu'ils fabriquent des molécules pour contrôler la population. Et oui, le consentement éclairé n'est pas possible dans le système actuel, mais c'est pas la même chose de dire ça que de dire que les médicaments psychiatriques sont une arnaque. Il va falloir qu'on finisse par se rentrer dans le crâne que faire de la critique de la psychiatrie, c'est un travail intellectuel, un travail clinique et un travail politique. C'est lire, c'est vérifier, c'est tenir des positions inconfortables, c'est accepter qu'on a tort sur certaines choses et raison sur d'autres. Confondre ce travail avec du conspirationnisme, c'est saboter la critique elle-même. Et ça n'aide personne. C'est-à-dire que non seulement c'est dangereux en général, mais c'est tout particulièrement dangereux et catastrophiquement dangereux pour les personnes qui sont actuellement abîmées par la psychiatrie et qui méritent qu'on parle d'elles et qu'on parle de ce qui leur arrive avec précision, humilité et discernement. Et ça, on pourra pas le faire avec des slogans. Ce travail, je m'en plains pas, il m'a pas été imposé, j'ai choisi de le faire. Mais ça veut aussi dire que j'ai choisi d'accepter la position inconfortable dans laquelle il me demande de me mettre. Et je dois admettre que je commence à en avoir un peu marre de ce que j'ai envie d'appeler l'antipsychiatrie de salon. Donc l'antipsychiatrie des gens qui ont acquis que l'antipsychiatrie faisait partie du package de la lutte contre les oppressions structurelles avec le féminisme ou l'anticolonialisme.
mais dont le confort leur permet d'oublier la gravité et la spécificité du sujet dans lequel ils mettent les mains. À la base, dans son essence, l'antipsychiatrie, celle qui appelle à critiquer la psychiatrie sérieusement, c'est censé être un acte de soin pour les personnes que la psychiatrie a blessées. Et l'antipsychiatrie de salon, le fait de critiquer la psychiatrie à grands coups de slogans, c'est un acte d'abandon. C'est laisser ces personnes seules avec leurs souffrances et seules avec leurs ordonnances, et en leur disant juste que bon bah voilà, le système il est pourri, et en se permettant en parallèle de les utiliser comme token et comme preuve de la pureté de leur système moral. Alors à chaque fois que vous réciterez ou que vous chanterez des slogans construits sur la mort et la souffrance de personnes psychiatrisées, demandez-vous ce que ces slogans font très concrètement pour les personnes vivantes qui sont incapables de se faire entendre.